Vous sentez-vous anxieux, anxieuse à cause de vos allergies alimentaires ou peut-être à cause des allergies d'un membre de votre famille? À moins que ce soit un de vos proches qui ressent cette anxiété, peut-être votre enfant. Dans les deux cas, la rencontre d'aujourd'hui va beaucoup vous intéresser. Premièrement, parce qu'elle va vous permettre de mieux comprendre vos émotions par rapport aux allergies et deuxièmement, parce qu'elle va vous outiller de façon très concrète pour mieux gérer cette anxiété, peut-être même pour la vaincre. Alors, cet épisode de notre série des réponses à vos questions commence dès maintenant. Je m'appelle Marie-Josée Betté, je suis la directrice générale de Déjouer les allergies. Alors, on parle aujourd'hui de l'anxiété en lien avec les allergies alimentaires. Pour répondre à vos questions, j'ai fait appel à une psychologue spécialisée dans le domaine, Dr. Anne-Pierre Voyer. Bonjour, Dr. Voyer. Oui, bonjour Marie-Josée. Alors, Dr. Voyer est membre de l'Ordre des psychologues du Québec et de l'Ordre des psychologues de la Californie et de l'État de New York. Elle détient un doctorat en psychologie clinique et a d'abord travaillé au Centre de pédopsychiatrie de Québec et en clinique privée, avant de compléter un stage clinique postdoctoral en psychologie de la santé de l'hôpital Sick Kids de Toronto. Depuis 3 ans, elle travaille comme psychologue clinicienne à San Francisco. Alors, Dr. Voyer a elle-même des allergies alimentaires, ce qui explique sans doute qu'elle s'intéresse à leur impact psychologique depuis des années, n'est-ce pas? Oui. Elle a notamment réalisé un stage sur le sujet à l'Université de Derby au Royaume-Uni et a collaboré à un projet de recherche de l'Université de Stanford portant sur le traitement d'immunothérapie orale offert aux enfants allergiques. Elle fait aussi, il faut le mentionner, partie du comité scientifique de Déjouer les allergies. Alors, docteur Voyer, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'il fait beau à San Francisco aujourd'hui? C'est un peu frais, hein? Comme tous les étés, au début d'été à San Francisco, on est dans le 15 degrés environ, mais on est confortable. On ne se plaindra pas, c'est à longueur d'année le 15. Donc. Moi, je vous envie beaucoup. Alors, écoutez, on va entrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Je vais vous céder l'écran pour une courte présentation, puis je vais revenir vous soumettre les questions des membres de la communauté Déjouer les allergies. Alors, à vous. Merci, Marie-Josée, pour l'invitation, puis pour cette belle introduction-là. Donc, comme on le disait, je vais commencer par une courte présentation sur c'est quoi l'anxiété, donc de se donner une définition de ce concept-là. Aussi, je veux vous parler de comment ça peut affecter les personnes qui vivent avec des allergies alimentaires. Puis, à la fin de la présentation, je vais vous donner une idée de comment on peut intervenir en clinique pour aider les personnes qui ont de l'anxiété par rapport à leur allergie alimentaire. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'anxiété? Donc, c'est une émotion qui est normale. Donc, ça fait partie des 4 émotions de base que tout être humain sur la planète va avoir. Donc, on parle de la joie, de la colère, de la tristesse et de l'anxiété. On peut utiliser différents mots pour parler du même concept. Donc, on peut dire qu'on a peur de quelque chose, qu'on est inquiet ou qu'on est stressé. Puis, c'est une émotion, en fait, qui est très utile pour nous garder en sécurité quand il y a un danger. Donc, par exemple, si je n'avais pas d'anxiété et que je traversais la rue, j'aurais peut-être pas la motivation ou le réflexe de regarder de chaque côté de la rue avant de traverser. Parce que je n'aurais pas la notion qu'il y a un danger nécessairement. La même chose si par miracle, il y avait un tigre qui apparaissait dans mon salon, j'aurais peut-être le goût d'aller le flatter parce que c'est comme un gros chat finalement. Hein? Donc, je n'aurais pas la perception de ce danger-là et je n'aurais pas la réaction nécessaire pour faire face à un danger potentiel. Donc, lorsqu'il y a un danger qui est perçu par notre cerveau, ce qui arrive, c'est qu'il y a un système d'alarme qui est déclenché dans notre corps pour qu'on ait l'énergie nécessaire pour vaincre ce danger-là, pour faire quelque chose contre ce danger-là. Donc, je n'irai pas dans le détail précis, mais en gros, ce qui arrive, c'est qu'il y a une décharge d'adrénaline qui arrive dans le corps et ce qui fait en sorte que notre cœur se met à battre plus vite. On respire aussi plus vite pour avoir plus d'oxygène. Plus d'oxygène pour alimenter nos muscles et les muscles qui sont utiles pour prendre la fuite ou pour attaquer. Donc, pour me défendre en fait d'un danger.
Donc, si je me rends compte, encore une fois, mon exemple du tigre dans mon salon, ben, je vais vouloir sûrement m'enfuir, hein, aller dans une autre chambre, aller sortir de la maison, peut-être sauter sur une table si c'est ça qui va me permettre de rester en sécurité. Ou dans certains cas, ben, peut-être que je vais vouloir attaquer le tigre. Cette semaine, j'ai vu quelque chose d'assez incroyable sur Internet. Vous l'avez peut-être vu, là, la vidéo d'une femme qui est allée attaquer un ours brun qui marchait sur le muret de sa cour extérieure. Donc, la dame est sortie très, très rapidement. Elle a poussé l'ours en bas du muret, tout ça pour protéger ces chiens qui étaient dans sa cour intérieure. Donc, ça, on peut dire que cette dame-là a eu une réaction d'anxiété très utile dans le contexte et elle a eu probablement une grosse décharge d'adrénaline qui lui a permis d'avoir cette énergie-là pour attaquer l'ours. Donc, c'est très beau tout ça, mais le problème avec le système d'alarme qu'on a dans notre corps, c'est que il va être déclenché de la même façon, on va avoir les mêmes genres de réactions physiques, que ce soit pour un vrai danger, donc le tigre dans mon salon ou l'ours sur mon muret. Et ça va être la même chose s'il y a juste une perception de danger. Donc, un tigre qui va être au zoo, par exemple, ou une araignée dans mon salon à la place. Donc, certaines personnes vont avoir cette perception de danger-là à voir des choses qui représentent pas nécessairement un danger. Et ce qui arrive, c'est que là, quand on a toute cette énergie-là dans notre corps, mais qu'il n'y a pas un vrai danger devant nous, bien, cette énergie-là va se transformer en sensation plutôt désagréable dans notre corps. Et là, il y a une liste assez longue de types de symptômes qu'on peut avoir lorsqu'on fait face à un faux danger. Et vous pourrez peut-être vous rendre compte dans cette liste-là qu'il y a plusieurs de ces symptômes-là qui ressemblent aux symptômes qu'on peut avoir lorsqu'on fait une réaction allergique. Donc, par exemple, ça m'est arrivé dernièrement que j'ai commencé à avoir des picotements dans la bouche en mangeant une salade que je me suis fait à la maison, une salade dans laquelle j'ai mis des graines de citrouille. Des graines de citrouille que j'avais déjà mangées par le passé. Donc, moi, je suis allergique à certaines noix et aux graines de sésame, graines de pavot. Et donc, quand j'achète des graines de citrouille ou des graines de tournesol, il faut tout le temps quand même que je regarde sur le paquet, voir est-ce que ça a été en contact avec d'autres noix. Et pour le cas de ces graines de citrouille-là, il n'y a jamais eu de problème pour moi. Mais là, ça faisait longtemps que je les avais mangées. Donc, je me suis mis à douter. Est-ce que là, maintenant, l'usine a changé la façon de faire, tout ça? Puis là, j'ai eu les symptômes de picotement dans ma bouche. Et c'est ajouté à ça la peur de « Ah, là, j'ai des picotements, donc je fais une réaction. » Et là, c'est une boucle qui s'enchaîne. Donc, finalement, il n'y avait pas de problème, mais il y a eu de l'anxiété qui a créé certaines réactions physiques dans ma bouche. Donc, je vous dirais que c'est quelque chose qui est commun à tous les patients que j'ai rencontrés en clinique qui ont des allergies alimentaires, cette peur-là, cette incompréhension-là des symptômes physiques qu'on a en lien avec une réaction anxieuse. Et puis, le simple fait de comprendre qu'on a ces symptômes-là en lien avec l'anxiété, que oui, ça ressemble à une réaction allergique, mais que ça peut aussi survenir dans le cadre de l'anxiété, ça peut venir vraiment aider les personnes là, à comprendre ce qui arrive, puis à penser un peu plus logiquement en cas de doute d'une allergie alimentaire, comme quand j'ai mangé ma salade avec des graines de citrouille. Ça aide, on arrive à se calmer un peu plus facilement lorsqu'on a cette compréhension-là. Donc, l'anxiété, on peut dire que c'est utile dans le cas des allergies alimentaires parce que les allergènes, ce sont des vrais dangers. Hein? Donc, on peut vraiment avoir des réactions potentiellement très, très graves avec les allergènes. Donc, l'anxiété nous permet d'être vigilants par rapport aux allergènes. Mais avec les allergies, il est facile de commencer à avoir du danger partout, puis à développer une vigilance qui devient excessive. Donc, le modèle qui est illustré ici,
montrent qu'il y a un bon ajustement, bon ajustement face aux allergies alimentaires. Ça va arriver quand la famille va avoir une bonne compréhension de ce qui est nécessaire à faire dans la gestion des allergies de l'enfant ou de la personne qui est allergique, tout en réussissant à maintenir des activités importantes dans la vie de l'enfant et dans la vie de la famille pour avoir un ajustement psychosocial optimal. Même si ça arrive en utilisant certaines modifications ou dans les activités qu'on veut faire. Mais c'est important de maintenir ces activités-là tout en ayant une gestion qui est efficace des allergies. Puis, comme tout autre type d'anxiété, il est recommandé d'aller consulter lorsqu'on voit qu'il y a un débalancement dans cet équilibre-là. Puis, quand il y a un impact, en gros, sur le fonctionnement normal de la personne. Donc, on parle d'une atteinte au niveau scolaire pour les enfants ou un impact sur le milieu professionnel. On a de la difficulté à se concentrer, on pense seulement à la gestion de nos allergies alimentaires, on est fatigué, on devient dépressif aussi, un impact sur le plan social, familial, les loisirs et dans certains cas sur la santé aussi. Donc, c'est important d'aller consulter quand on voit qu'il y a des atteintes dans différentes sphères de notre vie. Donc, je voulais vous donner quelques exemples de types d'anxiété qu'on peut développer en lien avec les allergies alimentaires. Puis, c'est des types d'anxiété que j'ai vus là, avec certains patients. Donc, j'ai regroupé ça en 3 grandes catégories. La première catégorie, c'est celle que j'appelle plus les phobies. Donc, de développer une peur par rapport à certaines choses qui ne représentent pas des vrais dangers. Donc, il y a différents types de phobies avec les allergies alimentaires. Donc, ça peut être la peur de certains aliments qui ne sont pas des allergènes, la peur de différentes situations aussi qui ne représentent pas un réel danger. Ça peut être aussi, comme je parlais, là, la peur des symptômes physiques qu'on voit lorsqu'on devient anxieux. Et donc, là, de réagir à ça et d'avoir peur de faire une réaction physique allergique. Et aussi, dans certains cas, ça peut être la peur des tests qui sont en lien, des tests médicaux qui sont en lien avec les allergies alimentaires et même de certains traitements, comme le traitement d'immunothérapie orale, qui est un traitement merveilleux pour, si on pense au fonctionnement ou la qualité de la vie future de cet enfant-là et de la famille. Mais pendant le traitement, ça peut être quand même très, très anxiogène pour l'enfant d'être confronté à son allergène à tous les jours. Donc, il y a certains enfants, malheureusement, qui vont décider d'arrêter ce traitement-là, d'éviter ce traitement-là par peur de faire des petites réactions pendant le traitement ou de grosses réactions dans certains cas. Donc, toutes ces peurs-là amènent une gestion compulsive et excessive des allergies alimentaires. Certains de mes patients, et ça, c'est le plus fréquent, je vous dirais, là, qui évitent de plus en plus d'aliments. Donc, je le vois quand même assez régulièrement. J'ai une patiente dont on va parler un petit peu plus tard dans ma présentation, une patiente de 15 ans qui a des allergies aux arachides et elle a aussi le syndrome d'allergie orale. Et après avoir mangé une carotte, à un moment donné, elle a fait une réaction, des petits picotements et tout ça. Et à la suite de ça, elle s'est mise à éviter de plus en plus de fruits et légumes par crainte de avoir une réaction similaire. Donc, ça arrive. Et ça peut aller jusqu'à une perte de poids significative. Donc, dans certains cas, il y a certaines personnes qui vont, en plus d'éliminer différents types, mettons fruits et légumes, tout ça, ils vont, ça va s'élargir à de plus en plus d'aliments jusqu'à aller à ne manger qu'un certain type d'aliments avec lequel on se sent vraiment en sécurité, mais parfois, ça n'amène pas les nutriments nécessaires à garder
à rester en santé, finalement. Donc, c'est un trouble alimentaire qu'on appelle le trouble de l'alimentation évitante et restrictive. Donc, en anglais et même en français, je pense que l'abréviation utilisée, c'est ARFID. Donc, c'est un trouble alimentaire qui n'est pas comme l'anorexie, par exemple, où la personne va arrêter de manger ou va limiter son alimentation pour perdre du poids. En le cas de l'ARFID, c'est vraiment pour contrôler les conséquences possibles de l'alimentation. Donc, certains patients vont avoir peur de vomir, donc vont arrêter de manger pour cette raison-là. Donc, si je ne mange pas, je ne vomirai pas. La même chose avec les allergies alimentaires. Si je ne mange pas ou si je restreins vraiment mon alimentation, je ne pourrai pas faire d'allergie alimentaire. Puis, il y a aussi l'évitement de certaines situations qui ne nécessiteraient pas nécessairement un évitement complet, qui pourrait peut-être avoir certaines modifications apportées à certaines situations, mais dans certains cas, on évite juste tout pour être certain. Donc, jamais aller au restaurant, jamais manger chez des amis, éviter les transports en commun, éviter les voyages scolaires, les activités sociales, ou éviter certains tests et traitements. Donc, ça fait un tour par rapport à la première catégorie d'anxiété que je vois en clinique. La deuxième catégorie, c'est davantage lié à la vie sociale de l'enfant. Donc, les pensées ou le stress va être lié à la peur d'être un fardeau pour les autres, la peur d'être jugé, la peur d'être différent. Donc, ça vient avec l'évitement de différentes activités sociales. Puis, contrairement à la phobie où on a une peur de faire une réaction, ici, on va éviter les activités sociales, pas nécessairement par peur de réagir et d'avoir une réaction allergique, mais plutôt par peur d'être un fardeau, d'être jugé, etc. Donc, et par peur aussi d'avoir à expliquer ses allergies devant les autres. Donc, en thérapie, on peut venir travailler ici l'exposition à différents types de situations sociales, d'apprendre à s'affirmer. On peut faire des jeux de rôle pour pratiquer tout ça. La troisième catégorie, j'ai regroupé ça sous le nom là, trauma, donc vraiment suivant des expériences traumatisantes, des réactions allergiques qui se sont peut-être mal passées dans certains cas, ou juste le fait de réagir, d'utiliser l'épipène, etc. Ça peut être traumatisant pour certaines personnes et on peut rester avec certains flashback de cette situation-là ou juste une crainte liée au souvenir de cette situation-là. Donc, j'ai choisi la photo d'un avion. J'avais une patiente dernièrement qui a développé les symptômes de stress post-traumatique à la suite d'une réaction en avion. Donc, pour elle, là, il y avait beaucoup de flashbacks, difficulté à dormir, des cauchemars en lien avec l'événement, beaucoup de la colère envers les employés de la compagnie aérienne, la colère envers certains membres de sa famille qui avaient insisté pour qu'elle prenne l'avion cette journée-là. Donc, on est allé travailler le souvenir de cet événement-là, juste de parler des émotions que ça suscitait, de s'exposer aux souvenirs de tout ça pour apprendre que le souvenir en tant que tel n'est pas dangereux. Et ça venait aussi avec différents évitements de situations ou de pensées ou de sensations physiques qui rappelaient le trauma. Donc, pour cette patiente-là, se retrouver dans un ascenseur, donc un peu la même sensation que d'être dans l'avion entre les petits bancs, l'espace restreint. Pour elle, c'est stressant, c'est inconfortable. Donc, on a fait différents types d'expositions qui pouvaient venir rappeler le trauma pour qu'elle apprenne à gérer cette anxiété-là. Donc, maintenant, on va faire le tour des trois grandes catégories là, de types d'anxiété que je vois le plus souvent en clinique. Maintenant, je voulais utiliser un autre exemple clinique. Donc, ma patiente de 15 ans dont je vous ai parlé précédemment, qui a fait une réaction de picotement suivant après avoir mangé des carottes. Donc, je vais vous parler d'un travail qu'on a fait ensemble, d'une exposition qu'on a réalisée ensemble
en montrant les étapes là, ou les choses sur lesquelles on insiste en thérapie cognitive comportementale. Donc, comme je disais, ma patiente, elle a 15 ans, elle a des allergies aux arachides, puis elle a un syndrome d'allergie orale. Puis, elle a développé la peur de manger les fruits et légumes après avoir eu des picotements là, en mangeant des carottes. Puis, sa façon de gérer son anxiété, c'est de contrôler beaucoup d'aspects dans la vie familiale, être en charge souvent de faire l'épicerie ou de au moins faire la liste des de faire la liste des repas que la famille va manger pendant la semaine. Puis elle trouve que ses parents ne prennent pas ses allergies au sérieux, même si ses parents sont au courant et, selon moi, font une gestion qui est nécessaire et efficace de ces allergies. Donc, la première chose qu'on va aller voir en thérapie, c'est qu'on va discuter d'une situation, d'un élément déclencheur de l'anxiété. Donc, c'est quoi la situation ou les symptômes qui t'amènent de l'anxiété? Donc, pour cette patiente-là, ce qu'elle avait en tête, c'est qu'elle voulait se faire un smoothie aux fraises à la maison. C'est quelque chose qu'elle pouvait boire avant de commencer à avoir plus d'anxiété par rapport à ses allergies. Mais là, le simple fait de penser à faire un smoothie aux fraises, ça la rendait anxieuse. Donc, on est allé voir pourquoi. C'est quoi les interprétations erronées que tu fais de cette situation-là? Donc, pour elle, le mixeur qu'elle aurait utilisé pour faire le smoothie, dans sa tête, il serait contaminé par ses parents parce que ses parents ne l'auraient pas bien nettoyé ou il y aurait peut-être eu certains allergènes qui se retrouveraient dans le mixeur, même s'il n'y a pas d'allergènes à la maison nécessairement. Mais pour elle, il y a sûrement des traces. Donc, c'est une interprétation erronée. Elle voulait utiliser des fraises congelées pour faire son smoothie, mais étant donné que les fraises congelées, mais c'est quelque chose qui est fait en usine, emballé en usine, elle s'est mise à penser qu'il y aurait peut-être une contamination croisée dans ce produit-là. Et aussi, elle avait l'idée qu'elle allait avoir des picotements dans sa bouche parce que c'est un fruit. Et que les petits pépins de la fraise allaient la rendre inconfortable étant donné le côté un peu croustillant qui allait rappeler le fait de manger une noix ou une arachide. Donc, les émotions liées à toutes ces pensées-là, ben, c'est sûr que ça augmente son anxiété et qu'elle vit de l'inconfort lorsqu'elle pense à faire son smoothie. Et quand on vit de l'inconfort, donc toutes les sensations physiologiques dont je parlais précédemment, qu'on a notre système d'alarme, on veut neutraliser cet inconfort-là et on utilise différentes stratégies pour faire ça. Donc, pour ma patiente, la première stratégie qu'elle a utilisée, c'est l'évitement. Donc, si je n'affronte pas mon danger, ma peur, mais c'est certain que je vais me sentir mieux automatiquement. Donc, pour elle, ça a été d'éviter d'utiliser les fraises congelées et de seulement utiliser une banane avec laquelle elle était confortable. Il y avait aussi différents comportements de sécurité. Donc, elle a lu tellement souvent les étiquettes des fraises congelées. Elle est aussi allée sur le site de la compagnie des fraises, là, qui emballait les fraises. Mais sans jamais avoir la réassurance qu'elle allait chercher. Parce qu'au final, elle aurait aimé ça que quelqu'un dise oui, le paquet de fraises congelées qui a été livré chez Mademoiselle 15 ans, telle date, ne contient aucune trace d'allergène, mais elle n'arrive jamais à avoir cette réassurance-là. Une autre chose, lorsqu'elle a finalement fait son smoothie aux bananes, elle avait son verre d'eau à côté d'elle pour boire en même temps. Ça, c'est un comportement que je vois chez beaucoup de patients et que j'ai adopté moi-même. Donc, l'idée d'avoir un verre d'eau pendant qu'on mange quelque chose avec lequel on est moins sûr, je pense que c'est quelque chose dans l'idée de je vais rincer l'allergène ou je vais aussi peut-être ça va m'aider à avaler pour vérifier si ma gorge n'est pas serrée puis je suis pas en train de faire une réaction. Donc, pour elle, c'est un comportement de sécurité qu'elle utilisait, d'avoir le verre d'eau à côté d'elle. Elle allait aussi voir ses lèvres, sa langue dans le miroir après avoir bu pour voir s'il n'y avait pas des enflures.
Donc, tous ces comportements-là, oups, attendez, bon. Tous ces comportements-là aident, mais seulement temporairement, parce que on revient avec cette anxiété-là. Donc, je ne suis vraiment pas sur le fond. Donc, soulagement temporaire, et on revient à notre anxiété première. Et lorsqu'on revient dans la même situation où je veux me refaire un smoothie, par exemple, ben, le cycle recommence et même j'ai peut-être un peu plus d'anxiété qu'à la base. Donc, ce qu'il faut faire pour vaincre l'anxiété, pour briser ce cycle-là, c'est de s'exposer de façon graduelle. Donc, avec cette patiente-là, on a, par exemple, commencé à utiliser, elle a commencé elle lavait le mixeur, mais elle utilisait des fraises fraîches au lieu des fraises congées. Ensuite, on a dit, ben là, lave pas le mixeur, puis à ce que comment tes parents ont lavé le mixeur. Donc, on a vraiment élaboré une séquence graduelle qui lui a permis au final d'être confortable de boire son smoothie. Donc, c'est ça. L'exposition, c'est important. L'éducation sur l'anxiété, sur les allergies, aussi très important pour comprendre et vaincre son anxiété. D'accepter aussi les sensations inconfortables de l'anxiété, puis accepter ses allergies. Si je suis tout le temps dans l'idée pourquoi j'ai ça, pourquoi, c'est injuste, ça rend la gestion de l'anxiété liée à ça plus difficile. Et puis, il y a différentes façons de se relaxer puis de calmer le système d'alarme, la réaction qu'on a dans notre corps par rapport à l'anxiété. Donc, la méditation pleine conscience, la respiration lente, c'est toutes des stratégies qui peuvent être utiles pour s'exposer, mais pour aussi bien vivre au jour le jour avec ses allergies alimentaires. Donc, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire pour commencer. Puis, je pense qu'on peut continuer avec les questions qu'on a reçues du public. Merci pour cette présentation, Dr. Voyer. On a débroussaillé pas mal de terrain. Maintenant, on va creuser tout ça avec les nombreuses questions que la communauté nous a envoyées. La première série de questions concerne les crises de panique. Et ce que les gens aimeraient savoir, c'est comment faire pour distinguer une crise de panique d'une réaction allergique. Et plus précisément, qu'est-ce que c'est qu'une crise de panique? Donc, une attaque de panique, c'est une période de temps très, très définie où on a peur et on est vraiment inconfortable. Donc, la liste de symptômes physiques dont je vous ai parlé plus tôt dans la présentation, c'est ça. On vit au moins 4 de ces symptômes-là en même temps et ça atteint, je vous dirais, comme un pic d'intensité en 10 minutes. Donc, une attaque de panique, ça ne peut pas durer plus longtemps que ça parce que ça serait trop intense pour notre corps. Donc, pendant cette attaque de panique-là, on se met à interpréter de façon erronée les symptômes physiques qu'on est en train de vivre. Donc, pour certaines personnes qui sont sûrement en train d'écouter la présentation, c'est « Ah, ben là, je suis en train de faire une allergie alimentaire. Ou pour certaines autres personnes, c'est un exemple qu'on peut entendre parfois dans les émissions de télévision, je pense à Grey's Anatomy, où on pense qu'on fait une crise cardiaque, par exemple. Et là, on se rend à l'urgence et là, les gens vont aller évaluer notre cœur et finissent par nous dire, ben non, tout est beau, tout va bien. Donc, il y a vraiment une interprétation erronée qui arrive de cette sensation physique-là et c'est ça qui nous fait encore plus paniquer. Et avec ça, il y a certaines personnes qui vont développer une peur d'une situation en particulier. Donc, si par exemple, la première fois que je fais une attaque de panique, je suis dans ma voiture en train de conduire, la personne va automatiquement, pas automatiquement, mais risque de développer une association avec sa voiture et donc, à chaque fois qu'elle se met derrière le volant, elle peut commencer à avoir ces symptômes physiques-là, juste par association, puis souvenir de la fois où elle a fait une réaction comme ça en conduisant.
Donc, ça s'appelle de l'agoraphobie. Donc, agoraphobie, souvent, on associe ça à être dans une foule, mais c'est un peu plus vaste que ça. Ça peut être, oui, j'ai peur maintenant de me retrouver dans une foule parce que la dernière fois que j'ai été dans une foule, j'ai fait cette attaque de panique-là. Mais c'est dans n'importe quelle situation où ça pourrait être difficile ou compliqué de m'échapper avec ces symptômes physiques-là. Donc, conduire sur un pont. Donc là, où on est dans le milieu de l'eau, c'est un peu plus difficile. Ou être dans une salle de spectacle, le banc dans le milieu. Là, il faudrait pas excusez, tout en étant vraiment inconfortable, la transpiration, tous les symptômes physiques qu'on a discutés. Donc, c'est ça. Donc, on a l'attaque de panique. Et quand on a une récidive d'une autre attaque de panique, on parle d'un trouble panique. Et ça peut être ou non associé à certaines situations précises. Et quand on parle de gestion de l'anxiété, on a parlé d'évitement, mais les personnes ont tendance à vouloir éviter de se retrouver dans ces situations-là par la suite par peur de faire une réaction, une attaque de panique. Mais comment à ce moment-là on distingue? Parce que les symptômes peuvent se ressembler. Oui, donc il faut vraiment arriver à se calmer sur le moment et à reconnaître, OK, là j'ai telle sensation physique présentement, je vais prendre des grandes respirations qui va m'aider à penser un peu plus logiquement, en étant un peu plus calme, et là de voir, OK, est-ce que j'ai mangé quelque chose qui est risqué? Est-ce que je suis dans une situation où j'ai pu être en contact avec les allergies? De se poser ces questions-là. Et si c'est vraiment de l'anxiété pure et dure, ben, les symptômes vont diminuer en moins de 10 minutes, comme je disais. Et ben, si c'est une allergie, ben là, à ce moment-là, les symptômes vont continuer. Donc, c'est d'être en mesure d'éviter la panique totale pour se poser des questions logiques sur qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Et je comprends qu'il y a quand même une indication au niveau du temps qui est très pertinente, là. Si ça se poursuit, ça fait une demi-heure et on est toujours dans cet état-là, on ne parle plus de crise de panique à ce moment-là. Ou, oui, du moins le plus intense, la réaction. Si on n'a pas vu une diminution de cette anxiété-là après 10 minutes, ben là, il faut se poser plus de questions. Effectivement. Okay. Est-ce qu'une des membres de notre communauté nous dit qu'elle a eu une crise de panique en allant faire son épicerie? Elle est en train de vérifier les listes d'ingrédients sur des produits sur les tablettes. Et là, elle était comme arrivée là, à une espèce comment je dirais ça, là, c'est l'accumulation finalement l'a amenée à faire une crise de panique à l'épicerie. Alors maintenant, elle s'inquiète d'une récidive lors d'une prochaine épicerie. Et ce que je comprends de vos commentaires précédemment, c'est que le processus d'association fait que ça pourrait arriver. Alors, elle se demande, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs d'une crise de panique qui lui permettraient, à ce moment-là, de l'éviter, là? Oui. Oui. Non, premièrement aussi, je voulais juste mentionner que je réponds aux questions en ne connaissant pas les gens qui les posent, et en ne connaissant pas l'histoire générale, globale de la personne. Donc, je me fie seulement à l'information que je reçois. Donc, mes commentaires ne vont peut-être pas être nécessairement parfaitement appropriés à la personne qui pose la question. Je m'en excuse, mais je fais de mon mieux. Mais la mise en garde est importante. On la fait toujours à la fin de la vidéo par écrit, mais on peut le répéter maintenant. Ces informations transmises aujourd'hui sont transmises de façon générale. Il ne s'agit pas d'un diagnostic, il ne s'agit pas d'un traitement et les informations que vous allez avoir lors de cette présentation-là ne remplacent pas une consultation médicale avec une psychologue ou avec un médecin. Donc, la mise en garde est importante. Exactement, merci. Donc, les signes avant-coureurs, bon, premièrement, on sait que l'épicerie va peut-être être un facteur déclencheur dans cette réaction anxieuse-là. Donc, déjà, de savoir ça, c'est bien. Et après ça, de réfléchir à c'est quoi la séquence de sensations physiques et de pensées catastrophiques, qui arrivent lorsqu'on arrive à l'épicerie. Donc, souvent, là, les symptômes physiques n'arrivent pas tous ensemble. Il va y avoir un premier symptôme physique qui, là, va déclencher
cette crainte-là et cette peur que tous les autres symptômes physiques arrivent. Donc, si on est capable de déterminer la séquence, ça peut vraiment venir aider la personne à dire, OK, ben là, je suis encore au stade que j'ai juste des palpitations, par exemple, et que je suis capable de prendre quelques respirations pour venir amoindrir là, ce qui en suit. La même chose, ben, là, j'ai des palpitations, c'est probablement anxieux parce que j'arrive à l'épicerie et donc d'aller travailler sur les pensées du genre, ben là, je vais refaire ça automatiquement, je vais tomber, puis là, je serai pas capable de sortir de l'épicerie de façon gracieuse. Donc, d'être capable d'attraper ces pensées-là au départ pour pouvoir avoir une pensée un peu plus réaliste. Puis dans les suivis qu'on fait en thérapie pour le trouble panique, on fait de l'exposition graduelle. Encore, je vais parler d'exposition, c'est très important. Donc, dans le cas d'un trouble panique, on fait de l'exposition non seulement aux situations que la personne va éviter, mais donc aller à l'épicerie, continuer d'aller à l'épicerie, c'est très important. Il ne faut pas commencer à dire je n'irai plus à l'épicerie. Mais on peut y retourner de façon graduelle. Donc, peut-être on peut dire, ben, je vais y aller avec ma mère la prochaine fois ou je vais juste aller acheter une chose. Je n'irai pas faire mon épicerie complète cette journée-là. Mais c'est important de monter dans la hiérarchie des expositions et de ne pas toujours, pour le reste de sa vie, aller à l'épicerie avec sa mère ou de juste acheter une chose à la fois. Mais c'est dans l'idée de travailler graduellement la confiance qu'on a de la gestion de l'anxiété. Puis l'autre chose qu'on peut faire aussi en thérapie, c'est de s'exposer aux sensations physiques inconfortables. Donc, avec des patients, ce que je vais faire, ça s'appelle l'exposition interoceptive. Donc, de s'exposer à mon cœur qui bat plus fort. Fait qu'en thérapie, je vais demander à mes patients de faire des jumping jacks, puis de s'asseoir. Puis là, de rester avec cette sensation-là de palpitation ou de cœur qui bat plus vite, puis de se rendre compte que, ben, il n'y a rien de grave qui arrive avec ça, et de voir, mais c'est la même chose avec l'anxiété finalement. C'est inconfortable, mais ça ne va pas me tuer. Oui, exactement. Et on a une des questions précédentes, on demandait d'essayer de distinguer entre les symptômes d'une crise de panique et les symptômes d'une réaction allergique, mais supposons qu'on a réellement une réaction allergique. Comment peut-on savoir si cette réaction-là est réellement grave ou si elle n'est pas amplifiée par l'anxiété? Parce que parfois, elle est là, elle est réelle, cette réaction allergique-là, mais notre anxiété augmente encore les symptômes. Comment on fait à ce moment-là pour juger? Je ne suis pas trop certaine du mécanisme là, qui arrive, mais je suis pas mal certaine qu'étant donné que la réaction anxieuse qui fait en sorte que notre cœur bat plus vite, il y a une circulation du sang plus rapide, j'ai l'impression que oui, effectivement, la réaction allergique peut devenir un peu plus rapide ou s'amplifier avec l'anxiété. Dans tous les cas, je crois que c'est important qu'on fasse une réaction allergique ou pas, d'arriver à se calmer. Pour soit arriver à se dire, ben là, je fais pas de réaction. Il n'y a rien qui me dit que je fais une réaction allergique présentement, ou pour m'aider à prendre, à faire les choses nécessaires pour la gestion de cette réaction allergique-là. Donc, OK, où est mon épipène? Qui dois-je appeler? Est-ce que oui, c'est ça. Donc, l'épipène, qui dois-je appeler? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est où l'urgence le plus près? L'hôpital le plus proche? Donc, il faut arriver à se calmer aussi lorsqu'on fait une réaction allergique. Puis en même temps, je pense que ça va être important de discuter du plan d'urgence avec l'allergologue et en cas de doute, si on a une réaction allergique, on n'est plus certain, mais on administre l'auto-injecteur. Oui. Ça, c'est le conseil là, vraiment de base. Oui, non, c'est certain. Il ne faut pas juste se dire, ben là, ça doit être de l'anxiété. Si ça se poursuit, vraiment, et qu'on a des doutes, on est mieux, en cas de doute, on est mieux de consulter, d'administrer l'épinéphrine. Parce que finalement, essayer de se calmer, ça veut pas dire être en déni d'une réaction allergique qui est en train d'évoluer. Non, exactement.
Après avoir reçu un diagnostic d'allergie alimentaire et après avoir subi des réactions qui peuvent parfois être graves, comment arriver à manger sans stresser? Oui, donc pour répondre à cette question-là, j'ai le goût de l'illustrer euh, avec une représentation que je fais de la thérapie cognitive comportementale. Donc, je vais partager cette illustration-là. Parfait. Donc, ça, oui, vous voyez bien. Donc, comment je fais pour arriver à manger sans stresser? Donc, quand je travaille avec les patients, je m'intéresse à 4 grandes sphères. Et donc, ça peut être intéressant pour les personnes à la maison là, de se poser la question par rapport à ces 4 sphères-là. Donc, premièrement, je veux être en mesure de bien reconnaître mes émotions. Donc, là, dans le cas de la question ici, on parle de stress. Et de voir est-ce qu'il y a des symptômes physiques liés à ce stress-là qui me rendent mal ou donc de reconnaître son stress puis de reconnaître les symptômes physiques associés pour être en mesure de pratiquer la respiration lente, comme je parlais, ou certaines stratégies de relaxation pour gérer ces symptômes physiques-là quand je me sens plus anxieux. Ensuite de ça, c'est important de reconnaître nos pensées catastrophiques, puis de bien comprendre ces allergies, puis la façon de les gérer efficacement. Donc ça vient dans la sphère plus les pensées ou ce que je sais, ce que je connais sur mes allergies. Donc, si j'ai dans l'idée qu'il est impossible pour moi d'être en sécurité, jamais, 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 c'est une genre de pensée que je pourrais avoir, ben, à ce moment-là, c'est sûr que ça va influencer mon stress. Donc, on a la représentation du losange ici. Il faut comprendre que tout ça est comme interrelié. Donc, si j'ai des pensées catastrophiques, ben, je vais avoir un impact sur mes émotions. Mes émotions vont influencer mes sensations physiques. Et au final aussi, on va avoir un impact sur les comportements. On a parlé beaucoup de l'évitement dans la présentation jusqu'à maintenant. Donc, de se poser les questions, est-ce que j'évite parce que j'ai ces pensées-là, parce que j'ai ces émotions-là, ces sensations physiques-là? Donc, oui, d'avoir ça en tête et d'avoir un plan de match si jamais il y avait une autre réaction. Donc, vraiment d'être préparé, c'est très important. Puis après ça, de s'exposer progressivement à différents aliments ou situations qui me font plus peur. Puis encore là, graduellement, on a eu des exemples d'exposition graduelle. Donc, si je suis stressée d'aller manger chez des amis, ben, ça peut être que je vais y aller, mais je vais seulement apporter mon lunch. Ou pour certaines personnes, ça peut être juste le fait de boire de l'eau ailleurs. Ça peut être stressant. Donc, on peut commencer très, très bas dans les expositions pour en arriver à être moins stressée. Parce que plus j'y vite, plus je deviens stressée avec le temps. Et plus je m'expose, plus je deviens confortable parce que je sais que oui, je peux gérer mon stress et je peux gérer aussi mes allergies de façon efficace. Donc, il y a quand même une espèce d'équilibre à instaurer. On comprend que l'évitement n'est pas une bonne stratégie, mais en même temps, un comportement qui serait complètement nonchalant et qui serait un comportement à risque, puisque l'allergie alimentaire est quand même un danger réel, c'est pas mieux non plus. Fait que tout est dans l'équilibre. C'est pas un équilibre qui est nécessairement évident à atteindre. Non, non. Puis, il y a beaucoup parfois de l'inconnu dans la gestion des allergies alimentaires. D'inconnu dans, bon, les gens, est-ce qu'ils vont comprendre réellement? Est-ce qu'il y a des traces? Bon. Donc, oui, ça peut devenir vraiment compliqué et difficile pour la gestion. Il faut toujours se demander, c'est quoi que je veux faire, moi, dans ma vie? C'est quoi qui est important pour moi? Puis après ça, se poser les questions, comment je peux rendre ça sécuritaire? Comment je peux faire ce que j'ai envie de faire? En restant en sécurité. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je peux le faire? Ouais. Voilà. De façon sécuritaire. Ouais. Voilà.
Et là, on pense peut-être plus à la gestion de l'anxiété chez l'adulte parce qu'il y a quand même toute une analyse, là, une auto-analyse à faire, mais qu'est-ce qui arrive pour les enfants? Quelle attitude à ce moment-là adopter pour aider un enfant qui devient très anxieux à la suite d'une réaction allergique? Une mère nous a écrit que son garçon de 9 ans a fait un choc anaphylactique à l'âge de 5 ans. Il a eu par la suite un rhume et depuis, il est hyper vigilant face à absolument tous ses symptômes. Il se demande si c'est grave, il dit qu'il ressent de l'anxiété absolument tous les jours et ça fait quand même quelques années donc, que sa réaction allergique s'est produite. Elle est en attente pour consulter un psychologue. L'attente est longue, on le sait. Donc, comment est-ce qu'un parent peut aider son enfant qui est très, très anxieux? Oui, puis j'entends parler les symptômes de rhume cette année. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'anxiété qui ont été amplifiées par la COVID. Oui. Donc, dans ce contexte-là, que oui, il faut rester à la maison. Ça a été beaucoup amplifié là, pour les gens qui ont eu de l'anxiété par rapport aux symptômes physiques. Donc, je vous dirais qu'avec les enfants, de façon générale, il faut valider l'émotion. Donc, je valide, oui, je reconnais que tu as peur, mais de faire la distinction rapidement entre le vrai danger puis le faux danger. Donc, ton émotion, elle est vraie. Je vois que tu as peur et que c'est difficile, mais je peux te montrer à faire la distinction entre ce qui est un vrai danger de ce qui est un faux danger dans ton cas, dans ta situation. Donc, éduquer sur les symptômes. Donc, dans le cas ici, là, éduquer sur les symptômes du rhume versus les allergies, de peut-être refaire un tour sur comment gérer ces allergies de façon efficace, de rappeler à l'enfant tous les moments où la gestion de l'allergie a été efficace, parce que c'est pas vrai qu'on fait des réactions allergiques couramment, en tout cas pour la plupart. Et aussi de parler de ce qui a été positif, même dans la gestion de la réaction. Donc, on a utilisé l'épipène, ça a bien été. C'est inconfortable, mais ça l'a permis de faire en sorte que tu respires mieux. Tu te rappelles, dans l'ambulance, les gens étaient agréables, ou peu importe, mais de parler des éléments positifs, de voir que même s'il y a une réaction, mais ça peut être... c'est pas nécessairement négatif. Avec des enfants, il faut en général essayer de limiter la réassurance. Donc, oui, donc ça fait tout le temps un peu sourciller les gens. Donc, je dis qu'il faut valider l'émotion, mais lorsqu'on fait face à des questions répétitives de notre enfant, toujours les mêmes questions. Maman, là, je tousse un peu ou j'ai le rhume. Faut faire attention. Premièrement, c'est que plus on porte attention, dans le cas ici, plus on porte attention aux symptômes physiques et plus on en parle, plus ces symptômes-là finissent par nous paraître gros. Et aussi peuvent être amplifiés par l'anxiété qu'on a de ces symptômes-là. Je pense à une patiente que j'ai eue, son symptôme physique qui revenait souvent, c'était de la nausée. Puis elle en parlait souvent là, à ses parents, ou même son père finissait par dire « Ah, là, est-ce que tu te sens anxieux? Est-ce que tu te sens nauséeuse présentement? » Tout ça. On peut s'imaginer que juste de se faire poser la question « Est-ce que je suis nauséeuse? » Ben, bon, peut-être. Ouais. C'est ça que je me sens. Bon, donc c'est un peu la même idée. Puis, au lieu de répondre à la question répétitive de notre enfant, qui est « Est-ce que c'est grave? Est-ce que je vais mourir? Ou est-ce que j'ai besoin d'aller à l'hôpital? » On peut, c'est là que j'amène de limiter la réassurance. On peut pas dire « Ah non, je t'écoute plus », mais plus dire « J'ai déjà répondu à cette question-là ce matin. Ma réponse, ça va être la même chose que ce matin. Il n'y a rien qui a changé. » Puis d'amener son enfant à gérer cette anxiété-là par lui-même un peu plus, donc de le référer à certains exercices de respiration lente, de relaxation. Donc, oui, pour certaines familles, ce qu'on va faire comme exposition, encore une fois, c'est d'exposer l'enfant à poser de moins en moins de questions comme ça, de réassurance. Donc, on peut dire, aujourd'hui, tu as le droit à 5 questions seulement.
de réassurance ou on va limiter ça à 10 minutes après le dîner. Donc c'est ça. Et est-ce que c'est un peu la même stratégie quand on a un enfant qui a, par exemple, peur de passer un test? Ça peut être un test cutané d'allergie parce qu'il n'aime pas, il a peur de se faire piquer. Ça peut être un test de provocation orale qui, en soi, est un test qui présente plus de risques. Est-ce que c'est la même stratégie, donc? Oui, si on fait face à des questions répétitives sur qu'est-ce qui va arriver et qu'on a l'impression qu'on a déjà bien répondu et passé beaucoup de temps à expliquer ce qui allait arriver, on peut à ce moment-là dire oui, c'est vrai, je vois que tu as peur, mais tu vas voir, c'est correct, on a déjà expliqué ce qui allait arriver. Donc, pour les tests de provocation orale ou des tests en général, ce que je conseillerais, c'est vraiment d'établir ce qui va se passer parce que dans tout type d'anxiété, ce qu'on n'aime pas, c'est l'inconnu au final. Hein, on veut savoir, on veut arriver à prédire ce qui va se passer exactement, mais c'est impossible. Donc, on ne se sent pas bien avec l'inconnu. Donc, si on est capable de se préparer le plus possible et donc de parler à l'enfant, bon, là, tu vas voir, on va le médecin ou l'infirmière va arriver avec des cachous et tu vas manger ça. Donc, avoir une discussion avec son enfant pour le préparer. Aussi de comme valider l'émotion, comme je disais, mais aussi de dire, ben écoute, le danger n'est pas 100% réel. C'est-à-dire que, bon, il y a un risque qu'il y a une réaction, mais on fait confiance à ton médecin. Hein? On fait confiance, tu es rendu là dans ton processus, tu es rendu à essayer cet allergène-là parce qu'on pense que oui, ton corps pourrait être capable de tolérer cet allergène-là. Et on peut aussi, avec un enfant, selon l'âge, on peut planifier des distracteurs. Donc, généralement, en anxiété, on n'aime pas les distracteurs. On veut que la personne arrive à gérer son anxiété sans se distraire. Mais pour certains tests comme ça ou pour des personnes qui ont peur de prise de sang, c'est des choses qui arrivent pas régulièrement dans une vie. Ouais, on peut dire, ben, on va utiliser de la musique pendant que tu vas faire le test. Ou bon, la tablette, peu importe. Là. Donc, ça peut être utilisé. Encore pratiquer des stratégies de respiration lente à utiliser pendant le test. Puis, c'est ça, il y a certains enfants qui vont dire je ne veux pas faire le test parce que ça ne me dérange pas finalement, mes allergies, je vis bien avec ça. Je vous dirais qu'il faut se méfier de ce genre de commentaires-là parce que ça peut cacher de l'évitement, essayer d'éviter cette situation-là. En même temps, il faut que le parent soit honnête aussi. Il y a le lien de confiance là, qui est là. Par exemple, dire ben, les tests cutanés, ça ne te piquera pas. Ben, non, ça va piquer. Non, c'est ça. Faut parler de qu'est-ce que ça va être pour bien préparer l'enfant. Mais de dire aussi, ben, c'est pas dangereux, c'est inconfortable. C'est pas nécessairement, ça sera pas le meilleur moment de ta journée, mais c'est pas dangereux. Ça sera pas le pire moment de ta vie. Non plus. C'est probablement pas une phrase qu'on devrait utiliser. Je pense pas que ça aide beaucoup. Donc, la question suivante est quand même assez délicate. Une mère se demande, est-ce que les précautions que comme parents, on prend pour éviter que notre enfant ait une réaction allergique, donc, s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination, bien choisir les ingrédients, etc. Est-ce que ça peut amener finalement une anxiété qui est excessive chez l'enfant? Et si oui, c'est un problème parce qu'en même temps, les précautions, on doit les prendre. Oui. Donc, il y a plusieurs facteurs là, qui influencent la façon dont les jeunes vont vivre avec leurs allergies alimentaires. Donc, plusieurs facteurs. L'anxiété des parents,
peut faire partie de ça, effectivement. Mais comme parents, on veut toujours, on veut bien faire, on veut protéger nos enfants, puis encore plus en allergie alimentaire, on veut qu'ils restent en santé. Donc, c'est ça, c'est difficile, hein? C'est une balance, encore une fois, à établir. Donc, on fait vraiment de notre mieux. Il ne faut pas se culpabiliser avec ça, mais on peut essayer de réfléchir à c'est quoi la gestion qu'on fait pour notre enfant. Donc, un enfant avec des allergies alimentaires, idéalement, il faut l'amener à prendre les responsabilités liées à ses allergies alimentaires graduellement selon son niveau de développement. Donc, si, comme parent, j'ai de l'anxiété, je ne suis pas bien, puis je ne suis pas capable de déléguer ou d'amener mon enfant tranquillement à prendre de plus en plus de place dans sa gestion de ses allergies alimentaires, ben, je rends pas service à mon enfant d'une certaine façon parce que je l'amène pas à lui prendre confiance en ses capacités de gérer ses allergies, puis prendre confiance. Donc, ça peut créer une anxiété chez l'enfant, l'adolescent qui arrive et qui doit soudainement gérer certains aspects de ses allergies, puis peut-être avoir une peur de faire des erreurs ou parce que mes parents ils ont toujours tout fait pour moi, puis je sais pour moi, je pense que je ne suis pas capable de faire ça. Donc, vraiment, c'est ça. Je pense que c'est normal que les parents soient vigilants et qu'ils veulent protéger leur enfant, mais il faut faire ça de façon équilibrée, puis donner certaines responsabilités à ses enfants tout en surveillant quand même et en laissant tranquillement aller notre enfant vers plus de responsabilités. Puis après des années de précautions prises comme ça, à protéger notre enfant allergique, les années passent, l'enfant vieillit, comment on fait, une mère se pose la question, comment on fait pour le laisser voler de ses propres ailes? Est-ce qu'il y a des trucs, des conseils pour nous aider comme parents à lâcher prise? Oui, non, je pense que l'anxiété va toujours être là, hein. Peu importe, là, comme parents, je pense qu'on va toujours avoir le souci du bien-être de notre enfant, puis se demander qu'est-ce qu'il est en train de faire, hein? Encore plus dans un contexte d'allergie alimentaire. Donc, si c'est une transition qui est nouvelle, là, donc mon enfant part pour l'université dans une autre ville ou quelque chose comme ça, d'élaborer un plan de gestion clair, là, revoir ça avec ton enfant, comment tu vas gérer ça si jamais il arrive quelque chose ou quelles mesures tu peux mettre en place dans ton nouvel environnement pour bien gérer tes allergies. Donc, ça peut être important de revoir ça avec ton jeune. Puis, pour la personne, le parent qui reste à la maison, c'est de se poser des questions. Qui étais-je avant que tout ça arrive dans ma vie? Donc, on vient qu'à passer énormément de temps à gérer ces allergies alimentaires-là. Puis là, on a du temps soudainement. Donc, qu'est-ce que j'aimais avant que tout ça prenne beaucoup de place? Donc, est-ce que je faisais du jardinage? Donc, comme renouer avec les intérêts qu'on avait dans le passé, puis de passer un peu plus de temps avec ces intérêts-là. De travailler l'acceptation de l'incertitude. Donc, je ne peux pas tout savoir, je ne peux pas tout contrôler, je ne peux pas mettre une caméra sur mon enfant puis le suivre 24 heures sur 24. Donc, d'arriver à tolérer cet inconfort-là qui est lié à l'incertitude, de pratiquer la méditation pleine conscience, ça peut venir aider à être plus confortable avec l'incertitude. De travailler les pensées catastrophiques. Encore une fois, je sens que je me répète, mais c'est un peu tout le temps les mêmes concepts. Puis dans certains cas, ça peut être utile d'aller consulter aussi, d'avoir quelqu'un pour nous supporter dans cette transition-là, puis d'avoir d'établir des stratégies là, personnalisées. Oui. Excellent. Les prochaines questions ont trait aux écoles, aux services de garde. On aura compris donc qu'un enfant allergique, il y a une différence là, qui le distingue des autres jeunes de son âge. Et je pense qu'on aura compris avec ce qui précède que ça peut être une source d'anxiété. Mais est-ce qu'il y a plus de risques aussi qu'il soit victime d'intimidation? Oui, je pense que comme toute différence, ça peut
mettre un jeune à risque d'être intimidé. Donc, porter des lunettes, être petit, être grand, avoir des allergies. Donc, je pense que n'importe quelle différence peut mettre un enfant plus à risque, malheureusement. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'intimidateur, il veut une réaction. Hein? Peu importe la réaction, il veut faire réagir. Et si on a un jeune à qui on a comme donné les outils pour être confiant avec cette condition-là, donc l'allergie, qui est responsable, qui est capable de parler, de s'affirmer, je pense que ça diminue les risques d'être intimidé parce que si l'intimidateur fait « Ah, tu es allergique au beurre de pinot, ou je ne sais pas trop quel genre de commentaire, puis que votre enfant fait « Ouais, puis… » l'intimidateur va être un petit peu désemparé de ce genre de réponse-là et aura peut-être moins le goût de continuer. Donc, ça serait ça ma réponse. C'est une question d'attitude, je pense. Ouais. Et j'ajouterais, comme mère d'un enfant qui a subi de l'intimidation parce qu'il portait un auto-injecteur quand il était au primaire, qui est super important d'en parler à la direction, qu'il y ait une intervention. L'intimidation, c'est absolument c'est indéfendable. Là, et maintenant, plus qu'avant, il y a quand même des mécanismes dans les écoles pour intervenir. Ouais. Alors, c'est important. Oui. Puis, ce que l'intimidateur ne veut pas, c'est que l'enfant intimidé parle. Alors, il faut parler. Il faut en parler à ses parents, il faut en parler à un professeur, il faut en parler à la direction et il faut que l'école intervienne très rapidement aussi. Puis c'est ça. Puis il faut que les jeunes comprennent c'est quoi la réalité des allergies alimentaires. Donc, s'il y a une intervention en milieu scolaire pour expliquer c'est quoi, ça aussi, ça peut aider à ce qu'il n'y ait pas ce genre de situation-là. Absolument. Le personnel scolaire maintenant est généralement assez bien formé pour intervenir en cas de réaction allergique, mais comment on peut le sensibiliser à l'anxiété que vivent certains enfants allergiques en milieu scolaire? Comment on peut les sensibiliser pour qu'ils puissent mieux accompagner nos enfants un peu plus anxieux peut-être? Oui, je pense que de communiquer cet impact-là dans le plan d'intervention, c'est un plan d'intervention. Peut-être aussi de faire intervenir la psychologue scolaire quand c'est possible. Donc, la psychologue scolaire est en mesure de pouvoir expliquer là, comment l'anxiété peut venir intervenir là, dans ce contexte-là et dans les situations précises là, de cette école-là. Donc, oui, mon jeune va se sentir comme anxieux à la cafétéria parce que les repas se passent de telle ou telle façon ou lorsqu'il prend l'autobus scolaire, il peut avoir une réaction d'anxiété parce que les collations peuvent être mangées dans l'autobus. Donc, à ce moment-là, oui, il y a de la résolution de problèmes qui peut être faite. Est-ce qu'il est possible de l'asseoir à un endroit où il se sent plus confortable si jamais il y a des collations qui sont mangées dans l'autobus scolaire, par exemple? Ou vraiment juste d'être plus, de permettre aux professeurs d'être plus aux aguets par rapport à ce jeune-là dans différents contextes. La question suivante, je pense que vous y avez répondu jusqu'à un certain point parce qu'on se demande, est-ce que vous avez des conseils pour les parents dont l'enfant allergique va bientôt entrer en garderie ou à l'école et qui se sentent très anxieux? Alors, toutes les stratégies que vous avez déjà évoquées, rationaliser, établir des plans, communiquer, sont des stratégies qui sont valables? Oui, j'ajouterais aussi, il est possible dans certains cas de se proposer comme parent accompagnateur. Donc, si on veut s'exposer de façon graduelle à laisser notre enfant à la garderie pour une journée complète, ou en tout cas pour le moment qui est prévu qui reste là. Donc, on peut se proposer pour voir un peu à l'intérieur comment ça se passe. Donc, il y a certaines choses comme ça qui peuvent être faites ou de se dire, la première semaine, on va lui envoyer son lunch et graduellement, il va intégrer les choses préparées par la garderie. Donc, ça peut être une façon
réduire tranquillement son Ouais. anxiété. Quoique ça peut être problématique parce que il y a une politique dans plusieurs garderies, si je ne m'abuse, où on refuse qu'il y ait des aliments de l'extérieur qui Bon. peuvent apporter. Mm. Donc, oui, effectivement, à ce moment-là, c'est pas une bonne idée. Puis l'autre chose que je voulais rajouter, puis je l'ai mentionné dans une autre question, je crois, c'est de penser à ce qui est positif dans la garderie. Donc, aussi de changer notre focus, de se focuser sur, ah ben là, mon enfant, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va oublier, qui est allergique, de se focuser sur, ah ben mon enfant va vraiment bénéficier de son passage à la garderie sur le plan social. Il va s'amuser toute la journée, il va apprendre plein de choses. Donc, de focuser aussi sur cet aspect-là, ça peut aider notre anxiété. Les questions suivantes portent sur la famille et l'entourage. Alors, on dit parfois que l'enfer, c'est les autres. Comment faire lorsque l'entourage ne prend pas l'allergie au sérieux? Alors, 2 exemples qui nous ont été soumis. Une mère qui indique que son stress vient du fait qu'elle doit sans cesse insister sur la gravité d'une allergie qui est moins courante. Peut-être c'est l'allergie à la moutarde de son fils. Et une adulte qui mentionne que les membres de sa famille font très peu de cas de ces allergies, prennent aucune précaution pour éviter la contamination de ses repas, ce qui évidemment lui crée beaucoup de stress. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? Oui, ça peut être vraiment très difficile, surtout pour un allergène qui est peu commun, comme la moutarde, et qui se retrouve dans plein de choses, ou aussi pour certaines familles qui vont cuisiner avec certains allergènes là, par tradition. Donc, je pense à la nourriture indienne où il y a beaucoup de cachou, par exemple. Donc, on peut vraiment faire face à plus de réactions à ce moment-là chez notre entourage. Donc, je vous dirais qu'on ne veut pas éviter de participer à des événements ou des choses avec notre famille, mais il semble y avoir, en tout cas dans ce que je vois comme information, il semble y avoir un vrai danger ou potentiel. Donc, à ce moment-là, c'est de voir est-ce que je peux, moi, apporter mon lunch, mais c'est toujours faire partie de cette famille-là. Donc, d'avoir de la résolution de problèmes autour de ça, mais de se dire, ben oui, il y a un danger qui est potentiel ici, puis je vais gérer ce danger potentiel-là tout en participant. On est plus tant dans l'anxiété que dans l'instinct de survie, non? Oui, exactement. Oui. Comment, maintenant, quand on est en couple, parce qu'on sait que ça peut entraîner beaucoup de tensions, les allergies alimentaires, comment on peut expliquer à l'autre ses allergies, l'aider à les accepter, à accepter les mesures préventives aussi à mettre en place pour les prévenir, et comment, de façon générale, donc, gérer les tensions et les incompréhensions que la condition médicale peut générer au sein d'un couple? Oui. Donc, juste insister sur le fait que je ne suis pas une thérapeute spécialisée en thérapie de couple, mais ce que je remarque dans mes thérapies avec les parents que j'implique souvent là, quand je vois des jeunes, c'est que plus souvent qu'autrement, je vois les mamans seulement. Et ce que je vois, c'est que c'est les mamans qui vont prendre en charge les rendez-vous médicaux, qui vont aussi prendre en charge les repas. Donc, ces 2 aspects-là, juste ça, quand on a une allergie alimentaire en plus à gérer, ça peut être vraiment, vraiment beaucoup stressant. Donc, je voulais mentionner ça d'emblée. Ça peut être stressant pour la maman ou pour la personne qui s'occupe de ces choses-là dans le couple. Et ça peut, oui, générer des tensions encore plus quand on a un conjoint ou une conjointe qui ne comprend pas l'importance de cette gestion-là, des allergies alimentaires. Donc, moins on s'implique, moins on comprend. Oui, effectivement. Donc, j'avais en tête, c'est ça, je pense pas que je vais avoir une réponse qui est complète, là, parce que c'est un problème là, quand même assez grand. Puis, on l'a vu avec la COVID, la gestion la responsabilité qu'on a des enfants a souvent été un peu plus mise sur les femmes, les mamans qui continuent à travailler de la maison tout en s'occupant de l'éducation en ligne de leurs enfants. Donc, c'est une question qui comme sous-tend différents... Vaste problématique. Oui, mais effectivement, j'avais en tête que d'impliquer son conjoint, sa conjointe, dans la mesure du possible dans les rendez-vous médicaux, ça pourrait aider quand il y a une incompréhension. C'est quelque chose que moi, j'aime faire avec mes patients.
souvent c'est la maman qui vient, mais d'insister pour que le papa soit présent également lors de la première rencontre et aussi lors de la rencontre où je donne les résultats, je transmets les résultats de mon évaluation pour qu'il y ait une compréhension similaire là, pour les deux personnes. Donc ça peut être, je pense, une façon de faire dans la mesure du possible. Et d'avoir de la communication, une discussion sur comment on veut séparer les responsabilités qu'on a pour l'enfant de façon équitable, mais aussi c'est quoi l'équilibre qu'on veut dans notre famille par rapport à cette gestion efficace des allergies et les activités qu'on veut continuer à faire dans notre famille. Puis de discuter ces aspects-là ensemble. Puis parfois, mais ça peut être difficile de le faire parce qu'effectivement, on est fatigué, on est anxieux, on a accumulé plusieurs choses depuis plusieurs mois, années même. Donc, dans certains cas, ça peut être intéressant de consulter un thérapeute de couple pour avoir ce médiateur-là, cette personne neutre-là qui facilite la communication, le dialogue là, dans le couple. C'est sûr que ça faciliterait aussi si le thérapeute en question comprend la réalité des allergies alimentaires et de ce que ça implique. C'est pas toujours évident. Ouais. Vous avez, quand vous parliez de phobie, vous avez parlé de la phobie au niveau de la vie sociale. Et justement, on a une question sur le sujet. Une personne qui nous écrit, je pense que c'est une jeune adulte, pour dire qu'elle ressent toujours de l'anxiété lorsqu'elle est la seule personne allergique dans un groupe d'amis ou de collègues qui prennent un repas ensemble. Elle a l'impression de leur imposer ses restrictions alimentaires, se sent coupable, tellement que souvent, elle va préférer décliner l'invitation. Des conseils pour quelqu'un qui en est rendu là? Oui, bien, c'est vrai que ça peut être stressant, ça peut être inconfortable et un peu plus exigeant d'aller au restaurant ou d'aller dans une situation sociale où il va y avoir de la nourriture avec d'autres personnes. Je dirais qu'il faut se rappeler, c'est un peu plus de ma propre expérience, c'est généralement le cas lorsque c'est la première fois qu'on va être avec ces personnes-là. Donc, c'est un peu plus malaisant. C'est la première fois qu'on va être au restaurant devant ses collègues, puis là, il faut dire, est-ce que vous avez de la contamination dans tel plat? Qu'est-ce que vous me suggérez? Moi, je suis allergique à ça, ma maman. Donc, ça peut être un peu malaisant parce que oui, il va y avoir un petit moment dans le souper où l'attention va être dirigée sur nous. Puis on peut même avoir les genres de commentaires. Oh, pauvre toi! Tu sais, oh, les crevettes, c'est tellement bon. Moi, je ne serais pas capable de m'en passer. Comment tu fais? Donc, c'est certain qu'il va y avoir ce genre de commentaires-là. Les gens ne sont pas ça pour mal faire, mais ils sont surpris, ils sont curieux. Donc, effectivement, ça peut être un petit peu tannant les premières fois, inconfortable. Mais avec le temps, généralement, ces mêmes personnes-là finissent par plus trop en faire de cas. Donc, il faut se rappeler ça. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans la présentation, c'est toujours mieux de s'exposer plutôt que d'éviter, puis de penser à c'est quoi que je vais aussi éviter de positif en n'allant pas là. Donc, non seulement, oui, je vais éviter l'inconfort, mais je vais éviter aussi d'avoir du plaisir, de socialiser, de rencontrer de nouvelles personnes peut-être. Donc, c'est ça. Éviter d'éviter. Puis, ça peut être fait de façon graduelle, encore une fois, ou si on est confortable avec ça, on peut demander à ses collègues ou ses amis, est-ce qu'on pourrait aller à tel restaurant parce que je sais que c'est un peu plus facile pour moi de trouver quelque chose à manger. Ou si on n'ose pas le faire, c'est de se dire, on va aller au restaurant, mais on va peut-être juste prendre un verre ou pas prendre de dessert, ou en tout cas, on va prendre quelque chose avec lequel on est plus confortable pour vraiment être là pour participer socialement à l'événement. La dernière question a trait à la vie sexuelle et amoureuse des adolescents et des jeunes adultes. Les premières fois, ça peut être aussi stressant à cause des allergies. Le premier baiser avec un ou une partenaire, alors qu'on ignore ce que la personne a mangé avant. L'usage d'un condom quand on est allergique au latex. Donc, quelle stratégie on peut adopter pour rendre ces situations-là moins anxiogènes? Des situations qui, normalement, arrivent de façon peut-être plus spontanée, là.
Oui, donc c'est vraiment quelque chose que j'entends souvent dans mon travail avec les adolescents qui ont des allergies alimentaires, ce stress-là du premier baiser. Ouais. Il y a même des patients avec qui je travaille qui vont éviter de se mettre dans des situations, de développer une relation amoureuse, tout ça parce qu'ils sont anxieux du premier baiser. Donc, je pense que ça fait partie de la suite logique là, de gestion de l'anxiété avec le développement de l'enfant. Donc, si avec les années, on a amené notre enfant à parler de ses allergies, à lire les étiquettes, à gérer, à s'affirmer par rapport à ses allergies, on peut penser que rendu à ce genre de situation-là, notre jeune va être plus en confiance d'en parler. Il va rester le stress de la première fois, ça, qui est un stress que tout le monde vit. Mais au moins, le stress lié aux allergies risque d'être moindre. Et donc, le jeune va être plus en mesure de communiquer ses besoins par rapport à ce premier baiser-là. Ou si vous parliez de spontanéité, ben, de dire, il arrive quelque chose, de dire, est-ce que tu as mangé? C'est des choses qu'il faut dire et qui font partie de la gestion de nos allergies. Ça demande de l'assurance. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que je pense que ça passe par la gestion générale avec le temps. Pour en arriver progressivement là, parce que ça demande une bonne estime de soi, d'être capable de communiquer ses besoins comme ça. Oui. Et surtout dans un contexte qui peut être un peu plus stressant et nouveau. Oui, et où on n'a peut-être pas envie de penser à ça, mais hein? Effectivement. Voilà. Oui. Alors, écoutez, la présentation tire à sa fin. Est-ce que vous avez un dernier conseil? Moi, en tout cas, je retiens une chose, il faut éviter d'éviter. Ça ne le fait pas. Sinon, est-ce que vous avez un dernier conseil? Oui, éviter d'éviter, je pense que c'est vraiment très, très important de garder ça en tête. Et je pense que je l'ai mentionné pendant la présentation, mais de garder un œil sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous dans notre vie, de se rappeler qu'on n'est pas seulement une personne allergique, qu'on est une personne à part entière avec des intérêts, des désirs et tout ça, et de se rappeler de qui on veut être, quelle vie on veut vivre. Les allergies alimentaires font partie de notre vie, mais elles ne définissent pas notre vie. Oui. Oui. Écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions avec autant de patience. Je pense que vos explications aident à mieux comprendre le processus du stress, de l'anxiété et comprendre, bien évidemment, c'est avoir plus de pouvoir et c'est la première étape pour faire face à tout ça. Alors, merci encore. Évidemment, une fois qu'on a dit tout ça, il y a des stratégies personnelles à mettre en place, mais à un moment donné aussi, on peut faire le constat qu'on a besoin d'une aide professionnelle et aller chercher à ce moment-là l'aide d'un psychologue ou d'une psychologue pour passer à travers. Hein? Je pense qu'il n'y a pas de honte à le faire, au contraire. Non. Merci de nouveau à vous qui avez été à l'écoute. Merci pour votre attention. Si vous avez d'autres questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les publier sous la vidéo. Je vous invite aussi à suivre la page Facebook de Déjouer les allergies et notre chaîne aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi joindre notre groupe de soutien sur Facebook. On a 7000 quelques membres. Vous pourrez là donc échanger avec d'autres personnes aux prises avec des allergies dans un environnement chaleureux et respectueux. Pour nous, ça, c'est très, très important. Alors, faites attention à vous et à bientôt pour un autre rendez-vous virtuel. Merci. Merci.